Bonjour Yves Candebord. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Merci Vous êtes de me chef, recevoir. cuisinier et patron de plusieurs restaurants à Paris et à Bordeaux. Depuis le 15 juin, ça y est, les restaurants ont rouvert en Île-de-France et plus seulement en terrasse. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes soulagé ou est-ce que vous êtes encore très inquiet? Disons que j'ai retrouvé le sourire. Et ça, c'est quand même important dans la vie d'avoir le sourire, parce qu'on a, voilà, on a retrouvé notre jouet, notre métier de cuisinier, restaurateur, hôtelier. Et donc ça a été primordial, parce que ça nous a redonné, je dirais, de la pêche et de la bonne humeur. Mais après, c'est vrai qu'on a une inquiétude sur les mois à venir. Racontez-nous un peu ce que vous avez traversé avec ces longs mois de fermeture. Ça a été très violent, c'était très très violent. On a appris à 20 h, un peu comme tout le monde, que 4 heures après, il fallait arrêter nos activités. Après, le gouvernement a mis en place des accompagnements qui nous ont été quand même bénéfiques, qui nous ont permis de survivre. On a une perte financière qui est colossale. Et aujourd'hui, bon nombre de collègues et moi-même, nous sommes quand même dans des difficultés financières qui nous font peur. Parce qu'on se dit, si le travail ne reprend pas sur un rythme, je dirais, assez conséquent, voilà, si on reste comme on est en ce moment, à tourner entre 25 et 40% de nos capacités, ça ne peut pas durer. On sent qu'il y a encore un peu de sidération après ces mois-là. Il y a quand même pas mal d'aides sur la table, évidemment le chômage partiel, le prêt garanti par l'État. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous aimeriez que l'État vous dise on éponge tout? J'ai envie de vous dire, moi, dans un premier temps, voilà, moi, je pense que le prêt a été, voilà, ça reste un prêt quand même si c'est à 0%, 100 euros resteront 100 euros. Alors c'est une charge financière qu'on va avoir sur le long terme. Bon, ça, à la limite, je peux vous dire, si on l'a accepté, je pense qu'on est capable, si ça refonctionne, de l'assumer. Moi, ce que je trouve très difficile, c'est voilà, déjà, c'est la matière première qu'on a perdue, parce que personne n'en perd trop, mais fermer un samedi soir, alors que c'est les week-ends, soit à Paris, sur des gros week-ends, moi j'ai quand même perdu plus de 30 000 euros de matières premières. Et après, le coût des loyers. Le coût des loyers est colossal. On est à Paris, on sait tous que les loyers parisiens sont très élevés. Alors quand ça fonctionne, ça rentre dans le cahier des charges financiers, donc ça passe. Mais là, on a eu pendant 3 mois la sortie de l'argent de loyer sans aucune rentrée. Je vous ai entendu dire à la télévision, on creuse notre tombe. C'est à ce point-là? Oui, on creuse notre tombe financière, quoi. Et quand vous n'avez pas de rentrée d'argent, c'est très simple, c'est mathématique. Vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous n'avez que des sorties. À un moment donné, ça se vide. Ça se vide. Donc il y a des restaurants qui vont rester sur le carreau? Oui, beaucoup, énormément, qui vont être en grande difficulté. À moins, voilà, on le rêve tous, c'est que tout reparte comme avant. C'est la fréquentation, le tourisme à Paris, la consommation. Là, on va passer des mauvais moments, mais voilà, ça va être. On sait très bien que ça peut durer une année, 1 an et demi, 2 ans, voilà, pour se remettre à flot, mais on va y arriver. Tandis que si on ne retrouve pas rapidement suffisamment de potentiels clients pour qu'on tous nous retrouvions le rythme de travail de nos entreprises, c'est sûr qu'il y a énormément d'entreprises qui vont aller dans un mur et qui vont déposer le bilan. Philippe Etchebest qui va jusqu'à dire 30% des restaurants vont fermer la porte. Philippe dit 30%, mais je pense qu'il est peut-être en dessous de la vérité. Voilà. Mais la restauration est un domaine très particulier. C'est vrai que c'est un domaine où on génère du chiffre d'affaires, mais avec une rentabilité qui est très petite. Ce qu'on dit entre nous, voilà, on vit sur la bête. On vit sur le fil de la bête. Et aujourd'hui, le fil il est complètement en dessous. Donc on est tous arrivés à une situation désastreuse financièrement parlant. Est-ce qu'il y a eu de la solidarité entre chefs? Est-ce que vous vous êtes serré les coudes dans cette épreuve? Oui, on s'est serré les coudes. Il y a eu beaucoup de regroupements de chefs, on a énormément partagé entre nous. Mais après, la difficulté, c'est que chaque entreprise a une problématique différente. Même si on a toutes la même réflexion, c'est y arriver et s'en sortir, sauvons les emplois. Voilà, sauvons aussi nos fournisseurs, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie. Mais après, entre moi, par exemple, j'ai 5 établissements, dont un où j'ai eu la chance d'acheter des murs. Donc celui-là, il n'a pas de problème, étant donné que je n'ai pas eu de sortie d'argent. J'ai gelé le crédit, ça a été déplacé de 6 mois, donc cette entreprise-là, elle peut rester encore fermée. Moi, je ne gagne pas d'argent, mais ça, à la limite, ce n'est pas le plus important, mais elle ne bouge pas. Donc le plus gros problème, ce sont les loyers. Les loyers c'est un problème colossal. Alors aujourd'hui, on se bat avec les assurances qui n'ont pas joué le jeu, à part une ou deux qui a mis un peu la main à la poche. On leur demande une perte d'exploitation qui va nous permettre de combler ce déficit qu'on a creusé. Mais il y a une logique. Moi, je le dis, je le redis. Votre appartement où vous logez, quand vous êtes en location, je vous dis, vous sortez dans la rue, madame, vous ne dormez plus dans votre appartement, vous dormez dans la rue. Vous allez continuer à payer votre appartement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, peut-être qu'il y a un effort à faire de notre côté à nous. Les bailleurs ont un effort à faire aussi. Et je dirais que l'État français a un effort à faire. Peut-être qu'à 3, on doit trouver une solution en se disant, c'était un cas exceptionnel. Le président l'a dit, c'est une guerre.
Donc il y a des dommages collatéraux, mais au moins, est-ce qu'on ne peut pas les partager? On a trouvé une sorte de système pérennisé entre l'État, les assureurs et une sorte de fonds de solidarité Ouais, avec les restaurateurs. Et moi, je pense qu'on peut y arriver. Alors, on peut y arriver, mais parce que l'intérêt général, c'est quoi? C'est que Paris redevienne Paris, que la France redevienne la France. Voilà, qu'on n'ait pas des gens qui soient moroses, des gens qui soient aigris. C'est le pire, surtout dans nos métiers, où on est là pour donner du bonheur, pour donner du plaisir. Donc il faut que psychologiquement, on soit dans un état comme ça. Alors, il y a eu de la souffrance dans cette période, il y a eu aussi de la résilience. Hein. On a vu certains chefs faire de la livraison, du prêt-à-porter culinaire. C'est votre cas, vous êtes retourné au fourneau pendant le confinement? Alors personnellement, non, je ne l'ai pas fait, mais c'est ça qui est la magique dans mon métier, c'est qu'on a de l'imagination. Les chefs cuisiniers ou les grands maîtres d'hôtel ont de l'imagination. Et ils ont trouvé d'autres solutions pour espérer de rester viables financièrement parlant et aussi de trouver une activité intellectuelle qui leur a fait penser aussi à autre chose. Et peut-être qu'on a développé une nouvelle mode de restauration. Peut-être que ça va être aussi intéressant dans les mois à venir, on verra ce qui va en rester. Mais moi, je crois qu'on va mettre des structures en place spécifiques pour ce genre de travail, c'est-à-dire cuisinons dans nos restaurants et en faisant du traiteur, emmenons les plats directement sur la table des clients, mais chez eux. Et c'est très possible qu'on voie bientôt des établissements qui n'auront peut-être plus de salle, ce qu'on peut appeler les cuisines fantômes. Rien ne remplace le contact physique dans un restaurant. Moi, j'ai fait ce métier-là que pour ça. Parce que quand j'allais au restaurant, quand j'étais petit avec mes parents, là, il y a une forme de convivialité, de partage, d'échange avec les gens. Voilà. Et c'est vrai que le traiteur et tout ce qu'on a vu se développer, ce n'est pas ma philosophie. J'ai du mal à le faire. Et je sais pertinemment dans la vie, quand on a du mal à faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Parce qu'on ne le fait pas bien. Vous êtes un peu l'un des inventeurs du bistrot-gastro, de la bistronomie. En même temps, quand on est en temps de crise économique, est-ce qu'on peut manger, comme on va dans certains très grands étoilés, pour un menu à 300 €? Est-ce que ça doit changer, ça, après la crise? Est-ce qu'il faut aller vers des assiettes extraordinaires, mais plus abordables? J'ai envie de vous dire, il en faut pour tout le monde. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce discours-là parce que je pense que il faut qu'il y ait un rapport qualité-prix, quel que soit le prix. La vraie question est là. Si vous mangez un menu à 350 € ou à 400 €, il faut que vous sortiez de là et vous disiez « j'en ai eu pour mon argent ». Parce que c'est quand même de la magie. C'est quand même de la magie, les grandes maisons. Là, c'est des lieux où on se permet des prestations et des techniques de cuisine exceptionnelles qui coûtent beaucoup d'argent. Parce qu'il faut savoir que bien souvent, ces maisons-là, ce n'est pas ces maisons-là qui gagnent le plus d'argent. Hein. Parce qu'ils ont des frais fixes qui sont colossaux par rapport à la prestation qu'ils font. Et les Français? Alors, les Français, pendant le confinement, ils ont cuisiné. Énormément cuisiné. L'alimentation, c'est l'un des rares secteurs en bonne santé pendant cette crise économique. On a acheté des bons produits, la qualité, la provenance, les circuits courts, tout ça, c'est en train de devenir des exigences de plus en plus partagées. On est en train de vivre un tournant, à votre avis? Je pense que le tournant par rapport à la cuisine du quotidien avait été pris quand même depuis quelques années. On voyait quand même les gens de plus en plus intéressés. Et surtout, on le voit pour une vue architecture de maison ou d'appartement. Avant, la cuisine était toujours la pièce du fond fermée. Maintenant, la cuisine est toujours, c'est le centre. C'est bien souvent dans le salon, elle est ouverte, elle est présente. Donc je pense qu'on avait déjà revalorisé, on s'était rendu compte que c'était important. Mais si ça pouvait rester dans l'esprit des gens, de comprendre enfin que cuisiner, ça peut être simple. C'est parce qu'on n'est pas obligé de compliquer pour cuisiner. Et surtout, que c'est sans doute le premier médicament qu'on prend, le bien manger. Si on mange bien, qu'on boit bien, c'est bon pour la santé. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Et on a revu aussi la table familiale. Voilà, on a tendance, les familles dispersées ou les enfants qui s'en vont à gauche à droite, de se retrouver autour d'une table. Moi, ça m'est arrivé à mes enfants, de se dire, c'est chouette quand même, la table. Le fait maison, justement, il a pris une place énorme. Mais elle n'est pas encore assez importante. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce qui est produit préparé est toxique. Voilà, faut pas de cash. Voilà. Les paquets de cigarettes, on marque fumez-tu. Tout ce qui est plat préparé, transformé, on pourrait marquer mangez-tu. Et on n'est pas à une prise de conscience, là, avec la crise sanitaire, sur le fait maison, le bien manger? On a une prise de conscience qui est réelle. Je pense que déjà le citoyen essaie de cuisiner de plus en plus parce qu'il a peut-être moins d'appréhension. Et aussi, il y a aussi l'évolution dans l'agroalimentaire qui sont en train de se dire quand même, il faudrait peut-être qu'on arrête de faire des cochonneries. Il y a moyen de cuisiner, de préparer des plats cuisinés beaucoup plus sainement, avec une matière première saine et sans entrants chimiques. Les producteurs de fruits et légumes, mais pas seulement, hein, au-delà de plein de produits pendant la période de confinement, ils se sont mis à vendre directement
aux consommateurs, aux particuliers. Ça va rester, ça? Je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être plus la possibilité physique de pouvoir le faire. Mais ce qui a été magnifique, c'est que les gens ont rencontré des hommes. Là, les gens ont vu un maraîcher. Ils ont dit à un maraîcher, c'est lui qui fait les carottes. Ils ont mis un visage. Et cette relation humaine est super importante parce que c'est là qu'on se rend compte que cette chaîne alimentaire est importante aussi pour l'équilibre nutritionnel, mais aussi pour l'équilibre humain. Vous pensez qu'ils sont vraiment prêts, cette fois-ci, à payer plus cher, un peu plus cher, l'alimentation, si elle est produite en France et de qualité? Alors quand on dit le mot cher, oui, c'est plus cher, mais quand vous prenez un kilo de carottes industrielles, que vous allez payer 3,50 € et que vous prenez un kilo de carottes chez le maraîcher, que vous allez payer 4,50 €, c'est vrai qu'il y a 1 euro, et c'est énorme. Mais sauf quand vous le ramenez à la portion dans l'assiette, c'est ridicule. Hein. C'est vrai que le coût, certes, est plus élevé, mais après, quand même, il y a le plaisir de cuisiner. Cuisiner un produit, quand on connaît le producteur qui l'a préparé, il y a une jouissance à le faire. Parce qu'on a un respect. On a un respect de la matière parce qu'on a le visage de la personne. On a le visage face à nous de la personne qui l'a faite. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir relocaliser? Qu'est-ce qu'on devrait pouvoir produire sur notre sol qu'on achète à l'étranger aujourd'hui? C'est sûr qu'on ne pourra pas produire l'ensemble des matières premières qu'on a besoin pour nourrir tout le peuple de France. Mais après, on est quand même dans des aberrations quand on va chercher des fraises qui nous arrivent du Chili, quand on va chercher des haricots verts qui nous arrivent du Kenya. Est-ce qu'on a un intérêt à ça? Voilà. Et après, on sait très bien que les produits de saison sont toujours les produits qui sont optimales à la saison et les moins chers. Est-ce qu'il faut faire peut-être plus attention à ça? Ça nous permettrait aussi de diversifier notre alimentation durant toute l'année en respectant régulièrement ces produits saisonniers. Vous y croyez, vous, à ce mouvement de relocalisation de l'alimentation? Oui, j'y crois. On n'y arrivera pas à 100%. Mais s'il y a une évolution de 10, 15, 20% de plus, tant mieux. Tant mieux. Voilà, comme on dit toujours, il faut des petites gouttes d'eau pour faire un océan. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience générale. Et après aussi, il y a une prise de conscience de tout ce qui est les hypermarchés, les supermarchés aussi, eux aussi qui s'y mettent, qui se rendent compte qu'eux aussi, ils ont peut-être un rôle social à jouer avant de penser qu'à un rôle financier. Et je crois que cette crise, voilà, ce qui s'est passé durant ces 3 mois, vont servir l'ensemble des tables françaises et surtout l'ensemble des tables, c'était les tables du particulier. Pour la Il y avait qualité. eu les États généraux de l'alimentation avant la crise qui avaient réuni tous les acteurs de la filière, de la fourche à la fourchette. Et puis ça n'avait pas vraiment porté ses fruits. Vous attendez quoi des pouvoirs publics sur cette question du bien manger? Moi, j'attends d'eux qu'ils incitent que la population française à acheter français, sans tomber. C'est du patriotisme, c'est surtout pas du nationalisme. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'ils trouvent une TVA. Hein, on l'a soumis au ministre de l'Agriculture, lui dire peut-être que pour les produits français, est-ce qu'on ne peut pas faire une TVA à 1% plutôt que de mettre 5,5 dessus. Baisser la TVA quand on achète français. Parce qu'il ne faut pas que quelque part on essaie de tirer le prix d'achat. Voilà, descendre le prix d'achat, c'est qu'à un moment donné, on va faire des miséreux dans nos campagnes. Ce n'est pas le but. C'est simplement à un moment donné, peut-être que là, il y a une part de TVA qu'il faut enlever, de façon à ce que le produit français se retrouve à égalité avec le produit qui arrive d'autre part de la planète. Alors, qu'est-ce que vous dites pour terminer à ceux qui nous regardent, pour qu'ils retrouvent le chemin des restaurants et du bien vivre à la française? Mais qu'on est français, qu'on est latin, qu'on aime la vie et qu'il faut continuer à vivre comme on vivait avant, même si c'est vrai qu'on ne revivra sans doute pas de la même façon parce qu'il y a des normes sanitaires qui vont se mettre en place et c'est peut-être un bien aussi pour tout le monde. Alors soyons français, restons français, vivons français. Merci, voilà. Cocorico, Yves Candebord. Merci beaucoup. Merci à vous.